Nous allons aborder un tout autre thème, le climat, avec François Gervais. Vous êtes physicien, ancien expert du GIEC. Vous êtes auteur de Impasse climatique, les contradictions du discours alarmiste sur le climat, aux éditions L'Artilleur. Yvan, pourquoi avoir voulu inviter François Gervais, qui est très controversé, disons-le? Voilà. Alors, je ne sais pas si j'invite un provocateur ou quelqu'un qui est en train d'ouvrir, au contraire, une autre perspective. En tout cas, cette émission est faite pour donner la parole à ceux qui n'ont pas la parole. Et donc, je vous invite bien volontiers et avec un grand plaisir, soyez le bienvenu pour expliquer votre point de vue, parce que votre point de vue est tout de même assez dérangeant, parce que nous entendons maintenant, matin et soir, un discours apocalyptique sur l'urgence climatique. Il y a des milliards qui vont être déversés mondialement, dans le fond, pour essayer de répondre à cette urgence climatique. Et vous, et quasiment vous seul, en tout cas vous n'êtes pas si nombreux, vous nous dites et vous nous répétez qu'il n'y a pas d'urgence climatique. Alors, excusez-moi, moi je ne comprends pas votre argument, et donc vous allez devoir quand même nous convaincre, en tout cas me convaincre et nous convaincre. Sur la question seul ou pas seul, nous sommes plus de 1000 scientifiques d'une trentaine de pays à avoir signé justement une déclaration. Il n'y a pas d'urgence climatique. Et ces 1000 scientifiques se basent sur ce qui est un peu une synthèse de plus de 4000 travaux publiés dans des revues internationales à comité de lecture qui insistent sur la variabilité naturelle climat. Donc, ça représente en réalité beaucoup de scientifiques. Oui, Yves Roupeau était venu sur ce plateau pour nous rappeler effectivement que le climat a évolué au fil des... Alors, la première chose importante à dire, me semble-t-il, à rappeler tout simplement, je vais citer Gustave Flaubert dans son dictionnaire des idées reçues. Il disait « été toujours exceptionnel, voire hiver. Hiver toujours exceptionnel, voire été. C'est pas nouveau, l'amalgame entre la météo et le climat. Je rappelle que si, effectivement, on a eu chaud la semaine dernière en France, dans l'Amérique du Sud, en ce moment, il y a des vagues de froid exceptionnelles, en particulier au Pérou, mais pas que là. Bon, donc, mais ça, c'est la météo. Ce sont des fluctuations chaotiques qui ont toujours existé, qui existeront toujours. Mais alors pourquoi explique... Alors, il y a tout de même un dérèglement, ce que l'on voit, on peut appeler ça un dérèglement climatique ou pas, non? Vous ne voyez pas? Il n'y a pas de règlement. Il n'y a pas de règlement, donc il ne peut pas y avoir de dérèglement puisqu'il n'y a pas de règlement climatique. Ouais. Je montre la figure du plus ancien thermomètre du monde, le plus ancien, 360 ans, qui mesure. On voit des fluctuations, il y a 360 ans, qui ressemblent exactement à ce qu'on observe aujourd'hui. Il n'y a pas de dérèglement. En revanche, on observe effectivement une lente hausse de la température moyenne de la Terre, mesurée par ce thermomètre. Vous ne niez pas le phénomène du réchauffement. Est-ce que, oui. Mais quelle est la part humaine? Parce que quelle est la part humaine dans ce réchauffement climatique? Alors, on va citer le GIEC, groupe d'experts. Vous avez travaillé pour le GIEC? Ah oui, j'étais expert reviewer du rapport R5 et du rapport intergouvernemental sur l'évolution du climat. Le mot intergouvernemental a de l'importance. Parce que finalement, les résumés à l'attention des décideurs sont des résumés qui sont faits par les décideurs pour les décideurs. Hein. Bon, mais peu importe, insistons simplement sur, effectivement, il y a un réchauffement, quelle est la part? Je vais citer le GIEC. Alors, on pourra ajouter ensuite qui, selon les 1000 scientifiques que je citais tout à l'heure, les chiffres du GIEC sont exagérés. Mais peu importe. Tenons-nous aux chiffres du GIEC. Il écrit, dans son résumé à l'attention des décideurs, chaque 1000 milliards de tonnes de CO2 envoyées dans l'atmosphère va la réchauffer, alors il donne une fourchette qui est assez large, autour de 0,45 degrés. Chaque 1000 milliards de tonnes de CO2 envoyées dans l'atmosphère. Petite règle de 3, toute simple. Combien on en envoie chaque année? On en envoie 36. En 2019, 2021... 36 milliards de tonnes. Ouais. Mais il n'y en a que 44% qui restent dans l'atmosphère. Le reste profite à la végétation. Ça, on le rappellera jamais assez. Profite à la végétation. Augmente la croissance des plantes, en particulier des plantes nutritives. Et ça représente un tiers. Donc, il y en a 44% qui restent dans l'atmosphère. 44% de 36, ça fait à peu près 16. C'est ce qu'on mesure à l'Observatoire de Mauna Loa. L'augmentation
moyenne habituelle, c'est ça. 16 milliards de tonnes. Alors, expliquez-moi pourquoi ce discours apocalyptique... Oui, je finis la phrase parce que c'est important, parce que 16 divisé par 1000, multiplié par 0,45, ça fait 7 millièmes de degré. Et sur les chiffres du GIEC. 7 millièmes de degré de réchauffement pour une année. Ça, c'est la part que le GIEC considère comme due au CO2. Alors pourquoi, si le GIEC avalise en effet ce faible réchauffement, c'est un réchauffement infinitésimal, voilà. Pourquoi entend-on ce discours unanimiste et apocalyptique sur une Terre qui est prête à exploser, enfin une Terre infernale? Quel est le mécanisme qui s'est mis en place que visiblement vous contestez? Je peux citer la Banque mondiale. La Banque mondiale a dit qu'il faudrait, elle l'a dit il y a quelques années, d'ici 2030, il faudrait dépenser 89 000 milliards de dollars. D'accord ? 89 000 milliards de dollars. Pour lutter contre le réchauffement climatique. Voilà. D'ici 2030. Ça pose deux questions. Qui paierait et à qui ça profiterait? Qui paierait? C'est facile, c'est nous. C'est nous tous. Hein. Ça, je vois pas qui ça pourrait être d'autres. Hein. Alors, si c'est pas nous, c'est via la dette, parce que la dette est de 60 000 milliards de dollars. Donc, on la multiplierait par 2,5. Donc, ceux qui paieraient, c'est nos descendants, s'agissant de la dette. Et à qui ça profiterait, cette formidable manne? Alors là, j'ai pas la réponse. Mais à chacun de voir à qui ça pourrait profiter. Non, parce que vous n'êtes pas clair, là. Parce que là, on est dans un discours un peu qui pourrait être complotiste si on avait à vous critiquer. Qu'est-ce que vous voulez dire plus clairement? Et que vous voulez dire quoi? À qui ça profiterait? À qui ça profiterait? D'après vous? On parle de passer au tout électrique, par exemple. Pour éviter d'envoyer du CO2 dans l'atmosphère, on parle de passer au tout électrique. Oui. Donc effectivement, tous ceux qui travaillent à la fourniture d'électricité, donc, qui prendraient de l'importance. Je rappelle à l'heure actuelle tout de même que le nucléaire dans le monde, c'est 4% seulement de l'énergie dépensée. 80%, ce sont des ressources fossiles. Donc si on voulait passer au tout électrique, il faudrait donc remplacer ces 80% de ressources fossiles par de l'électrique. On n'a pas trop d'autres choses pour l'instant. Donc vous imaginez un peu le chamboulement économique qu'il y aurait derrière et énormément de bonnes opportunités, on va dire ça comme ça. Vous écrivez à un moment donné que la climatologie est devenue une pratique de tendance totalitaire. Qu'est-ce que vous voulez... Je citais Judith Curie. Oui, vous citiez un professeur, oui, en effet. Qu'est-ce que vous voulez démontrer au bout du compte avec votre position un peu iconoclaste? Ce que dit Judith Curie, c'est que ce n'est pas les politiques qui écoutent les scientifiques du GIEC, ce sont les scientifiques qui courent derrière les politiques. Parce que la modélisation climatique coûte excessivement cher. Donc, maintenant, quand on fait de la recherche, et j'en fais depuis 55 ans, on sait bien que quand j'ai commencé, le laboratoire avait les moyens de travailler. Maintenant, il faut aller chercher l'argent pour travailler. En copiant les États-Unis, principalement. Cette mode nous vient de là. Mais c'est logique. Bon, donc, bien évidemment, pour avoir de l'argent, avoir un discours un tant soit peu catastrophiste, ça aide. Ça aide. Et par exemple, François-Marie Bréon est un scientifique comme vous. Oui. Vous êtes scientifique. Oui. Comment se fait-il que les scientifiques n'arrivent pas à se mettre d'accord sur des données qui sont pour le coup rationnelles? J'ai déjà débattu avec lui. C'était Maison de la Presse, je crois. On n'était pas d'accord. On n'est pas d'accord. Oui, il remet en question vos statistiques, la manipulation des chiffres, des données. J'ai cité volontairement le GIEC. Comme ça, il ne peut pas le remettre en question. Il a travaillé lui aussi pour le GIEC. Donc, ça, c'est ce qu'écrit le GIEC. Pour moi, c'était exagéré. Bon, mais c'est pas grave. Les chiffres sont déjà tellement faibles que lui, il travaille au CEA. Les deux coprésidents successifs du groupe 1 du GIEC viennent du même laboratoire, qui est un laboratoire du CEA. Ils ont besoin d'argent pour faire tourner les modèles climatiques. Et ça se comprend très bien. Pour autant, il n'y a pas de conflit d'intérêts, par exemple, avec les autres scientifiques qui, unanimement, il faut le dire,
crient à l'urgence climatique. Non, pas unanime. Non, pas si vous dites qu'il y a des intérêts financiers, eux n'ont pas de conflit d'intérêts, ils n'ont pas intérêt à crier à l'urgence climatique. Ils ne vont pas toucher plus d'argent en disant ça. Pour ma part, j'ai pas de conflit d'intérêt en l'occurrence. J'y suis venu chemin de Damas qui s'intitule la spectrométrie infrarouge. C'est comme ça que j'y suis venu. Ça m'avait surpris dans le rapport à R4 du GIEC, tiens, il n'y avait pas le spectre infrarouge du CO2. J'ai fait des spectres infrarouges toute ma vie scientifique. Donc, bon, j'ai candidaté pour être expert reviewer pour le 5, j'ai recandidaté pour le 6, ils m'ont à nouveau accrédité, et il n'y a toujours pas de spectre infrarouge du CO2, alors qu'à chaque fois, dans mes rapports, je dis, il faut le mettre, c'est important. Ça permet de voir justement quelle est la contribution du CO2 à la thermique de l'atmosphère. Et donc, votre discours est répercuté auprès des instances dirigeantes ou est-ce que vous êtes définitivement inaudible? Rapidement. Rapidement. Je ne suis pas inaudible puisque vous m'invitez. Oui. Enfin, vous ne serez pas invité ailleurs, hein, j'ai pas l'impression. On rappelle que vous êtes physicien Oui. Et ancien expert auprès du GIEC. Oui. Voilà. Donc, j'ai pas le sentiment qu'on me met un bâillon sur la bouche. Non. J'ai pas du tout ce sentiment. Et vous êtes publié, je rappelle d'ailleurs, votre livre, Impasse climatique, les contradictions du discours alarmiste sur le climat, aux éditions L'Artilleur. C'est la fin de Face à Rieufol. Merci, messieurs, d'avoir accepté l'invitation d'Yvan. Merci, Yvan. Merci, Véronique Jacquier.